Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts, aujourd'hui consacrée à la migraine et à son diagnostic. La migraine est une maladie neurologique qui provoque des symptômes très invalidants et donc très gênants dans la vie de tous les jours. C'est pour cela qu'il est important de savoir à quel moment consulter pour la diagnostiquer le plus tôt possible et mettre ainsi en place un traitement précoce et efficace. Alors, pour répondre aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux avec le hashtag QAE, nous recevons le docteur Caroline Ross, neurologue à la PHP au CHU Lariboisière, spécialiste de la migraine et secrétaire générale de la Société française d'études des migraines et céphalées. Bonjour, docteur Ross. Bonjour. Alors, la migraine, c'est finalement une maladie sous-diagnostiquée parce que les patients se disent « je ne vais pas les consulter pour un simple mal de tête ». Donc, quelle est sa fréquence en fait ? Eh bien, en fait, il s'agit d'une maladie très fréquente puisque la migraine touche entre 10% et 14% de population générale. Donc, en France, ça représente, en fonction des études, mais jusqu'à 7 à 10 millions de personnes qui souffrent de migraine. C'est moins fréquent chez l'enfant, mais aussi on peut avoir jusqu'à 5 à 9% des enfants qui sont atteints de migraine. Et finalement, est-ce qu'il y a un âge spécifique ? Est-ce que ça touche plus les hommes que les femmes ? À quel moment de la vie on peut avoir une migraine ? Alors, comme je le disais, ça peut commencer dès l'enfance, la petite enfance, mais il y a un pic de prévalence vers l'âge de 30 ans. Et ça concerne à ce moment-là de façon plus fréquente les femmes, 2 tiers de femmes pour 1 tiers d'hommes, alors que chez les enfants, on a à peu près la même fréquence chez les petites filles et les petits garçons. Est-ce que vous pouvez nous décrire les symptômes qui caractérisent la migraine et leur durée ? La migraine, il s'agit avant tout d'une douleur intense, mais nous avons des critères pour définir la migraine, qui sont des critères internationaux. Donc, nous parlons tous la même langue quand on parle de migraine. Et ces critères concernent à la fois la durée, donc il faut que la crise dure entre 4 et 72 heures, et puis un certain nombre de critères concernant son intensité. Elle est modérée à sévère, elle est de caractère unilatéral, elle va être pulsatile et augmentée par le fait de bouger, de s'activer. Et à ça va s'associer des symptômes, qu'on dit les symptômes associés, les signes associés, qui sont une gêne au bruit, à la lumière, phonophotophobie, et des nausées, voire des vomissements. Bien entendu, il faut que nous ayons tous ces critères pour évoquer la migraine, et le critère principal étant le fait que ça revient, que ça soit récurrent, et donc que les patients aient déjà eu des crises par le passé. On parle aussi de migraine avec aura. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'aura, c'est une manifestation neurologique qui va s'intégrer au cours d'une crise de migraine et qui va être des manifestations, soit un type de manifestation visuelle, soit des manifestations sensitives. Donc visuelle, ça va être des scintillements, une gêne dans la vue, une perte de vue, sensitive, des fourmillements, des manifestations phasiques, un trouble du langage, et puis on a au maximum la migraine qu'on dit hémiplégique avec un déficit moteur. Mais l'aura va s'installer progressivement sur 4 minutes pour persister, ne va pas se prolonger au-delà de 60 minutes. C'est ça qui en fait sa caractéristique aura migraineuse, pour ne pas le confondre avec d'autres étiologies neurologiques. Et justement, comment est-ce qu'on va être sûr du diagnostic ? Est-ce qu'il faut des examens complémentaires pour vraiment être sûr ? Alors, pour la migraine sans aura, si le patient rapporte bien ces critères que j'ai cités et qu'il a eu plusieurs crises, donc au moins 5 crises par le passé, il n'y aura pas de nécessité de faire des explorations. Par contre, il y a des examens complémentaires qu'on demande très souvent dans le cadre d'une migraine avec aura, de façon déjà à s'assurer qu'il n'y a rien de sous-jacent, mais surtout pour avoir un examen de référence, parce que les patients qui souffrent de migraine avec aura ont des profils avec un risque notamment vasculaire qui fera que par la suite, on pourra être amené à faire un examen, on aura besoin de cet examen de référence pour comparer. D'accord. Et vous nous avez indiqué que la migraine pouvait être confondue avec certaines autres pathologies, et quelles sont-elles ?
nous avons donc un certain nombre d'autres céphalées qu'on dit céphalées primaires. Donc, toutes ces céphalées primaires, c'est les céphalées pour lesquelles on va poser un diagnostic uniquement sur ces critères d'interrogatoire. Donc, dans les autres céphalées primaires, on va avoir l'agie vasculaire de la face. L'agie vasculaire de la face qui est une douleur aussi d'un seul côté de la tête, hémicrânienne, mais qui est beaucoup plus intense, qui est sévère à très sévère et qui ne va pas excéder 3 heures de temps, qui évolue par crise et auquel va s'associer ce qu'on appelle les signes végétatifs, l'armoiement de l'œil, le nez qui coule. Donc ça, c'est un autre type de céphalée primaire qu'il faut bien distinguer de la migraine parce qu'elle n'est pas traitée et la prise en charge va être différente. On va avoir les céphalées de tension qui, elles, sont des céphalées qui sont plutôt bilatérales, qui sont un peu comme leur nom l'indique, un type de sensation de tension et pas pulsatile et d'intensité moindre, qui est un peu la céphalée que chacun connaît quand il est un petit peu fatigué et qui parfois ne va pas se prolonger, excéder quelques heures. Et puis après, on va avoir toutes les céphalées secondaires. Donc là, il faut être prudent. Mais ça, c'est parce que on n'aura pas retrouvé lors de notre interrogatoire les caractéristiques qui nous permettent de poser le diagnostic de migraine. Et donc, parmi ces céphalées dites secondaires, on a les origines vasculaires. On peut avoir les origines infectieuses, donc la méningite, dans les origines vasculaires, l'accident vasculaire cérébral, l'hémorragie, des problèmes au niveau des artères. Donc ça, c'est tout le registre des céphalées dites secondaires qui finalement n'est pas vraiment un diagnostic différentiel en soi puisque le patient se présentera aux urgences parce qu'il sentira qu'il s'agit d'une céphalée dite inhabituelle. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les types de céphalées suivant leur fréquence ? Dans la migraine, en effet, on va identifier ce qu'on appelle la migraine épisodique. Les patients vont souffrir de crises moins de 15 jours par mois. C'est déjà beaucoup. Et on peut même faire des sous-groupes avec des céphalées épisodiques dites basse fréquence, haute fréquence, très haute fréquence. Pour le moment, c'est pas complètement déterminé, mais enfin, on considère qu'à partir de 8 jours par mois, on commence à être un migraineux qui va vraiment avoir une fréquence importante. Et puis, on a la migraine chronique. La migraine chronique, il s'agit de céphalées qui surviennent 15 jours par mois. Et parmi ces 15 jours, il faut retrouver au moins 8 jours avec les caractéristiques dont je vous ai parlé, les caractéristiques migraineuses. Il s'agit donc de 2 profils différents. Et puis après, comme on l'a dit, on va avoir les patients qui souffrent de migraines dites sans aura, sans ces manifestations neurologiques qui précèdent la céphalée, et les patients qui ont des migraines avec aura. Il faut savoir que bien souvent, les patients souffrent des 2 types de migraine avec aura et migraine sans aura. Et à tout ça, à tous ces types de migraines, est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants, des choses qui vont favoriser l'apparition de la migraine ? Tout à fait. Alors, on appelle ça, avec le mot anglais, on parle de trigger ou facteur déclenchant. Donc, les patients arrivent très souvent à les identifier et nous, d'une façon générale, on parle de variations. Donc, des variations émotionnelles, par exemple, soit positives, soit négatives, des variations hormonales, donc typiquement chez la femme au moment de son cycle, des variations aussi alimentaires, le jeûne est un facteur favorisant les crises de migraine, et puis certains aliments qui peuvent être identifiés, qui ne sont pas communs à tous les patients, chaque patient doit les identifier, le plus fréquent étant la consommation d'alcool. Est-ce que souvent il y a plusieurs cas dans la famille ? Est-ce qu'il y a un peu un facteur héréditaire ? Bien sûr. Alors, il y a des facteurs de prédisposition. Il y a des études qui ont été faites pour retrouver des gènes. Alors, il n'y a pas un gène de la migraine. Il y a 44 gènes à ce jour qui sont des gènes qui ont été identifiés comme pouvant favoriser un profil migraineux. Mais bien entendu, dans les familles, on retrouve très souvent des parents ou les enfants qui souffrent aussi de migraine avec des profils différents. C'est ça qui est important pour pouvoir rassurer parfois les patients. Même s'il y en a dans la famille, ils ne vont pas nécessairement développer le même type de profil et de critères de migraine chronique, par exemple. D'accord. Alors la migraine, c'est vraiment douloureux, mais qu'est-ce qui provoque cette douleur ? C'est dû à quoi ?
Alors, il s'agit d'une cascade qui s'enclenche au moment donc de la crise de migraine et une activation qu'on appelle le circuit trigémino-cervical et trigémino-vasculaire qui va conduire à une vasodilatation qui explique notamment ce caractère pulsatile, on sent les artères qui pulsent et on appelle ça aussi une inflammation neurogène parce qu'il y a des facteurs d'inflammation qui vont se mettre en place et qui vont favoriser cette douleur. Mais il y a toute une cascade avec des activations de neurotransmetteurs, dont le CGRP et la sérotonine qui peuvent être impliqués, mais aussi sur un cerveau un peu prédisposé, notamment avec des éléments concernant le glutamate, d'autres neurotransmetteurs. Et ce qui pose question, c'est le générateur, c'est-à-dire à quel moment va déclencher, où est le générateur qui déclenche cette cascade à l'origine de la crise de migraine. Et pour le moment, le sujet n'est pas tranché, mais on a une structure qu'on appelle l'hypothalamus, qu'on pense être très impliquée au cours de du déclenchement de cette crise de migraine. Et comment ça évolue au cours de la vie? Il y a une amélioration avec l'âge? Il y a des changements au cours de la vie des jeunes femmes? Ou est-ce que ça évolue? Heureusement pour les patients. En effet, parce que toute la maladie va évoluer et varier au cours de la vie. C'est-à-dire que les éléments qu'on a dit de trigger, notamment les facteurs hormonaux chez la femme, sont très importants puisque certaines femmes voient leur crise débuter au moment de la puberté et disparaître au moment de la ménopause. Ce n'est pas cas de toutes les femmes, mais c'est quand même relativement fréquent. Et aussi au cours des grossesses, ça peut fluctuer. Donc c'est une maladie qui, tout au long de la vie, va changer en termes d'intensité de crise, en termes de fréquence, mais aussi en termes même de type de crise, des patientes qui peuvent dire qu'à un moment donné, elles avaient des crises avec beaucoup de signes digestifs, par exemple de nausées, de vomissements, vont par la suite ne plus avoir de signes digestifs, mais au contraire la douleur plus intense, ou la douleur qui était bilatérale qui devient plutôt unilatérale. Donc tout ça va changer au cours du temps et de la vie de la femme et des hommes aussi, bien sûr, migraineux. D'accord. Et qu'est-ce qui fait la gravité potentielle de cette maladie ? Alors, la migraine est grave pour deux raisons. Elle va avoir un impact sur la qualité de vie, un retentissement personnel, parfois sur même professionnel, compte tenu de la fréquence, de l'intensité des crises qui sont très impactantes. Bien entendu, si vous avez une migraine chronique, c'est très invalidant si vous souffrez de 15 jours par mois de migraine. Donc, c'est ça qui en fait la gravité. Alors, c'est sûr qu'on va dire c'est pas une gravité avec comme d'autres maladies. Il y a pas, on va pas un risque de mortalité, pas un risque de morbidité, de paralysie dans d'autres maladies neurologiques. Mais l'autre chose qui en fait la gravité, c'est les comorbidités, parce qu'on sait qu'il y a des comorbidités associées à la migraine, notamment la dépression, l'anxiété, qu'il faut savoir prendre aussi en charge en parallèle, parce que ces comorbidités favorisent finalement la chronicité de la migraine. Donc les deux pathologies doivent être prises en charge de façon adaptée et parfois par deux professionnels différents. Très bien. Alors pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous regardent ? Alors absolument, je pense qu'il est nécessaire que les patients qui se reconnaissent comme migraineux puissent en parler à leur médecin, parce que il faut absolument qu'ils puissent être diagnostiqués, pris en charge correctement, et la précocité de cette prise en charge va limiter justement la chronicité de la douleur et le risque de développer les comorbidités, mais aussi la consommation et surconsommation et automédication. Très bien, nous arrivons donc au terme de cette émission. Donc merci Caroline Ross d'avoir répondu aussi clairement à toutes ces questions. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez revoir sur notre site Pourquoi Docteur ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis donc au revoir et à très bientôt pour un autre Question aux experts avec Pourquoi Docteur ?